Dans le cadre de l'épreuve de culture générale du concours aux grandes écoles de management, Sébastien Chantelot, directeur d'Excelia Business School, et Caroline Hermé, directrice du Master Grande École, ont rencontré Pascal Pic, un de nos plus célèbres paléo-anthropologues. Mais Pascal Pic est plus que cela. Découvrons son portrait réalisé dans le cadre de l'émission C'est ce soir, portrait qui sera suivi de l'entretien mené par Sébastien Chantelot et Caroline Hermé. Cher Pascal Pic, nous avons tenu à vous inviter parce que vous donnez un sacré coup de jeune à nos ancêtres. Paléoanthropologue, maître de conférences du Collège de France, spécialiste de l'évolution et de l'Homo sapiens, vous avez surtout un côté omniscient. À travers votre vingtaine de livres, vous utilisez nos origines simiesques à l'aune de nos problématiques contemporaines. Comment penser la laïcité grâce à Lucie? Que faire de l'intelligence artificielle? Les grands singes et autres néandertaliens vous permettent aussi d'interroger l'esprit de compétition, d'entreprise, mais aussi la politique. La politique, c'est quoi? C'est l'art de monter des coalitions, de prendre le pouvoir, de conserver le pouvoir et de gérer la vie de la société. Et ça remonte à 7 millions d'années. Si nous souhaitons aussi vous inviter, Pascal Pic, c'est justement pour parler primates et mâle alpha. Dans votre dernier livre, vous nous expliquez que le patriarcat est une construction sociale, une donnée qui n'a rien de naturel. Vous montrez que pendant la préhistoire, il y avait par exemple des femmes chefs. Vous nous expliquez aussi qu'à côté des macaques, des bonobos ou des babouins, les mâles de notre espèce sont les primates les plus violents envers les femelles. L'égalité, vous l'avez. Moi, je me suis fait renvoyer dans les buts parce que j'étais aussi un mâle par des femmes. Eh bien, l'égalité, vous voulez, j'en ai pas fait un sac de nœuds. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, si nous voulons vous inviter, Pascal Pic, c'est parce qu'à un moment, l'évolution, peut-être que ça suffit. Vous en savez quelque chose. Vous avez grandi dans le Vers des années 50 avant d'être exproprié pour un monde bétonné. Moi, je vivais dans un terrain maraîcher avant que la banlieue n'existe. Si c'est pas de la préhistoire, ça? L'urbanisation massive, la destruction des écosystèmes, on voit où ça mène. Vous nous dites justement, en bon disciple de Darwin, qu'en pleine crise du Covid, plus que jamais, évoluer signifie s'adapter. Bonjour Pascal Pic. Bonjour. Au nom d'Excelia, merci de nous accueillir ici, chez vous, pour ce moment d'échange. Nous sommes vraiment enchantés de pouvoir échanger avec vous autour d'un thème qui va être un thème cher aux classes préparatoires cette année, le thème de l'animal. Je suis ravi qu'on en parle parce qu'en effet, on pourrait être surpris que, compte tenu des disciplines qui sont représentées par les vôtres, on parle de l'animal, mais c'est essentiel. On en reparlera certainement, mais les problématiques aujourd'hui d'écosystème, d'environnement, de biodiversité, évidemment, sont liées à la question de l'animal et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter également. Mais un petit point quand même sur là où nous sommes, en Picardie, ce pays hautement exotique, c'est que c'est là que sont nées à la fois la préhistoire, avec Jacques Boucher-de-Perthes, donc le grand passé, la diachronie, et aussi les théories de l'évolution avec Jean-Baptiste Delamarck, donc la synchronie, et comment se fait l'adaptation. Et ces deux disciplines sont les piliers donc des théories de l'évolution. Et il viendra Charles Darwin, justement. Et Charles Darwin, c'est important parce qu'en effet, il va être celui qui va mettre en place un regard complètement nouveau. Alors ça émergeait déjà avec Buffon, avec la grande tradition des naturalistes, mais vraiment une vision cohérente, nouvelle, du rapport entre les humains et les animaux. Et on verra certainement que le concept d'animal et le concept des animaux ne sont pas tout à fait les mêmes et donnent des regards, des perspectives radicalement différentes sur la compréhension du monde et bien sûr notre façon d'agir sur le monde. Et justement par rapport à ça, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi vraiment cette vision de Darwin, enfin, qui est plus qu'une vision, hein, c'est quand même une science, a complètement fait voler en éclats les dogmes qui existaient et qui opposaient véritablement l'homme à l'animal, donc au singulier, hein, puisqu'on était vraiment dans des catégories bien ciblées, et comment la prise de conscience vraiment de l'origine animale de l'homme finalement a libéré beaucoup de choses et nous entraîne sur des pistes que nous allons explorer tout à l'heure, tout à fait intéressantes. Les théories de l'évolution partent de cette grande question. Pourquoi nous sommes tous différents les uns des autres, ça c'est au sein de chaque espèce. Pourquoi il y a des espèces, pourquoi certaines se ressemblent plus que d'autres. Donc, malgré toutes les bêtises qu'on a pu dire sur les théories de l'évolution, en fait, les théories de l'évolution, c'est des théories qui s'intéressent aux diversités. Pourquoi il y a ces différences, pourquoi certaines se transmettent, pourquoi certaines disparaissent. Après, c'est toutes les théories. Maintenant, derrière cela, il est vrai que ça a heurté une longue tradition, qui est d'ailleurs assez propre à la culture occidentale, qui fait une séparation très forte, ontologique, entre
l'humain et l'animal. Et l'animal n'a jamais été un concept défini. C'est en fait une catégorie apophétique, c'est-à-dire l'animal n'est ce que n'est pas l'homme. Donc on met l'homme au centre du cosmos, donc on a tous en tête évidemment, on sort d'une belle commémoration de Léonard de Vinci, et la Renaissance n'est pas un hasard, hein, on connaît tous cette figure de l'homme de Vitruve, où l'homme est au centre du cosmos, et en l'occurrence donc l'homme est là, et tout s'organise autour de lui. Alors déjà la Renaissance c'est important, parce que du Moyen-Âge où tout était axé sur Dieu, on passe à une vision de l'homme qui se place au centre du cosmos. Mais derrière cela, il y aura une conséquence, c'est que l'animal ne sera pas défini, mais pire que cela, le concept d'animal va servir à exclure au niveau des droits civils ou civiques d'ailleurs pour les femmes, hein, parce que par leur nature, la reproduction, donc voilà. Et également tout ce qui concerne le racisme, les sauvages, les primitifs, etc. Donc malheureusement, ce concept qui au départ est celui d'une interrogation fondamentale. Il n'y a pas une population humaine qui ne s'interroge pas sur les commencements et notre position dans le cosmos, ce qu'on appelle les cosmogonies. Et à partir de là, donc, comment se situe l'humain par rapport à cette vision du cosmos, ce sont les ontologies. Donc, c'est comment nous sommes par rapport à nous-mêmes et à ce qui nous entoure. Et de fait, ce n'est pas du tout un concept scientifique, c'est un concept philosophique et aussi avec une forte empreinte théologique, ce qui n'est pas du tout péjoratif, mais en l'occurrence, le monde que je représente devant vous aujourd'hui, c'est le monde des naturalistes, un monde matérialiste. En disant cela, c'est pas une revendication contre le spiritualisme ou tout ce qui est lié à l'ontologie. C'est que avec les naturalistes depuis le XVIIIe siècle jusqu'à Charles Darwin et après, bien évidemment, va se mettre en place une discipline très importante qu'on appelle la systématique. C'est-à-dire comment comprendre et ordonner cette diversité du vivant. Et toute science commence, comme le tableau de Mendeleïev d'ailleurs en chimie, par observer, comparer, classer. Et à partir de là, donc, la systématique va mettre en place différentes méthodes, très complexes, hein, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit, pour essayer d'ordonner ce monde du vivant et de comprendre. Et c'est de là que vont venir les théories de l'évolution. C'est ce qu'on appelle l'induction. C'est comment à partir d'un ensemble de données qu'on essaye de structurer, on est capable de ressortir des enseignements ou des règles que l'on va tester. Ça vous surprend? Aujourd'hui, tout ce qu'on appelle les data science sont basés sur la systématique. Nous, ça fait 3 siècles qu'on le fait. Donc vous allez faire des data science, vous voulez indexer les données, venez nous voir, on sait faire. Et on utilise l'intelligence artificielle. Donc voilà, vous voyez, on n'est pas sur des anachronismes, on est vraiment sur des méthodologies, et évidemment, ça traverse les époques. Et à partir de là, donc, quand on va bien prendre conscience que parmi les espèces qui nous entourent, certaines nous ressemblent beaucoup plus que d'autres, notamment les grands singes, comme les chimpanzés, va émerger le concept d'origine commune. Et c'est de là qu'effectivement, le concept d'animal, évidemment, n'est plus du tout opérant dans notre domaine. Alors, on a aussi une définition de l'animal, mais qui prend 3 millions d'espèces avec les insectes, etc. C'est pas très utile à une discussion, et surtout, ça ne va pas faire avancer les choses par rapport à notre évolution. Et derrière cela, il est très important de constater que Charles Darwin est aussi un des fondateurs de l'éthologie, donc l'étude du comportement, et de la psychologie comparée. Et derrière cela, son livre de 1871, et le titre est passionnant, c'est l'expression des émotions, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle aujourd'hui, l'expression des émotions chez l'homme et les animaux, et non pas l'animal, l'homme et les animaux. Et à partir de là, ça va ouvrir des champs complètement nouveaux. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'éthologie, on parle beaucoup des grands singes, de comportement. Ça a beaucoup changé nos rapports aux animaux d'ailleurs, même aux animaux domestiques, comme vous le savez depuis quelques années. Mais en l'occurrence, tout commence là. Et puis, voilà, le titre d'ailleurs du grand livre de Charles Darwin, il y en a plusieurs, hein. L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Soyons très clairs. Depuis Galilée, Buffon également plus tard, il y avait une convention entre le monde des sciences, qui est un monde d'interrogation matérialiste du monde, et le monde de la métaphysique, philosophie et ou théologie. C'était qu'on ne touche pas à l'origine, on ne touche pas à l'émergence. Et Darwin, en donnant ce titre, l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, il brise un consensus qui va complètement heurter toute la tradition depuis quasiment la grecque classique du rapport de l'homme à l'animal, qui est en train de dire les origines peuvent être adressées, peuvent être questionnées au moyen de la science et des méthodologies matérialistes. C'est un choc total. D'ailleurs, Darwin le dira dans une lettre célèbre, il dit « Je me fais l'effet d'avouer un meurtre ». Il n'a tué personne, hein, mais c'est le meurtre d'une partie de la métaphysique occidentale. Donc vous voyez, nous sommes au cœur d'un sujet très très fort qui, évidemment, nous situe par rapport, évidemment,
au monde extérieur et notre manière de nous positionner au cosmos et à la nature et à notre façon donc d'agir. Et alors, vous citez les ouvrages de Darwin qui sont bien évidemment fondamentaux. Je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, je voudrais qu'on parle un peu aussi de vos ouvrages et puis entre autres d'un documentaire dont vous avez été le directeur scientifique, Premier Homme, hein, qui est passé, je crois, en 2017, voilà, et qui essayait de trouver quel est ce premier homme ou cette première femme, en tout cas, qui va représenter l'espèce humaine telle qu'on la conçoit maintenant. Donc, qu'est-ce qui fait l'origine de ce premier homme, de cette première femme? Est-ce que c'est vraiment celui qui se raconte, qui sait se raconter, qui sait peindre, les peintures de Lascaux, les cérémonies, enfin les tombes que l'on a trouvées, les parures qu'on a trouvées? Qu'est-ce qui fait ça? Ou bien, comme vous l'avez évoqué aussi dans Sapiens face à Sapiens, est-ce que c'est le début de notre humanité vient avec l'invention de la coévolution? Eh bien, il y a tout ça. D'ailleurs, je suis très heureux dans votre question, vous avez dit premier homme et vous avez ajouté femme. Soyons très clairs, je viens de sortir un livre qui s'intitule « Et l'évolution créa la femme ». Eh bien, je vous défie de trouver beaucoup de représentations sur Internet. Vous tapez « évolution de l'homme », beaucoup de photos ou de dessins, de représentations avec des femmes et des outils. Et ça, on en parlera, ça a beaucoup de conséquences aujourd'hui dans les transformations du monde que nous connaissons avec la révolution numérique. La chose importante, c'est que tout cela, évidemment, intervient. Et je vais être très clair, si vous trouvez 2 paléanthropologues d'accord sur la définition des premiers humains, vous avez le scoop de l'année. Pourquoi? Parce que c'est très complexe. Dans la nature d'aujourd'hui, hein, c'était homme-animal, c'est pas compliqué. Même les chimpanzés qui sont les plus proches de nous, voilà, personne ne va faire de confusion, c'est une évidence. Maintenant, quand vous descendez avec les fossiles qui sont fragmentaires vers nos origines communes, bien évidemment, les différences sont moins marquées. Et par conséquent, là, ça devient un sacré sujet. Alors, il y a eu, bien sûr, toutes ces approches classiques de l'homme c'est l'outil, qui va être aussi une approche très marxiste, très utile, comment l'outil transforme les sociétés. Donc ça, c'est extrêmement utile et ça l'est encore dans nos disciplines, on est bien d'accord. Sauf qu'on s'est aperçu qu'au fil du temps, les outils, ça commençait du temps de Lucie. Et Lucie, c'est pas avec les australopithèques des humains. L'outil de pierre taillée, pas que l'usage d'outils comme les chimpanzés. Entre-temps, on a découvert que les chimpanzés avaient des cultures également. Il y a des cultures chez les chimpanzés, il y a des traditions. Et ça, Darwin le savait aussi. On l'a redécouvert un siècle plus tard. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'apport de l'éthologie, donc comparé, alors, les grandes pionnières, Jane Goodall, Diane Fossey, Birte Galdikas, Charles Strum, etc. C'est toujours pareil en science. Quand la discipline est connexe, comme ça, on met les femmes. On s'aperçoit qu'en fait, elles ont découvert des trucs vachement importants. Et aujourd'hui, donc, cette discipline est absolument extraordinaire. Et donc, il n'y a pas que des femmes, bien sûr, mais on a observé d'un seul coup que tous les critères que l'on avait un à un postulés pour l'homme, qui sont toujours avérés. L'homme, c'est l'outil, toujours la société, c'est le langage, c'est la communication, c'est le rire. On est bien d'accord. Mais il n'y a pas que nous. Donc, on est sorti complètement de cette conception avec des critères discrets. L'homme, c'est le... Vous savez, je dis, c'est pas l'animal, c'est les humains. Donc aujourd'hui, c'est pas la bipédie. Mais c'est qu'est-ce qu'une bipédie humaine? C'est pas la culture, c'est qu'est-ce qu'une culture humaine? Alors là, des critères, on en a plein, mais évidemment, ils sont moins tranchés, en tout cas dans la manière de les énoncer. Maintenant, je peux vous occuper pendant 1 heure sur la description de la bipédie humaine, il n'y a aucun souci par rapport aux australopithèques, mais bien sûr les chimpanzés, les bonobos d'aujourd'hui, les autres chimpanzés, qui eux aussi, évidemment, sont capables de marcher debout. Maintenant, ce qui est important, c'est que nous avons des critères pour définir une bipédie humaine. Nous sommes le seul animal avec une endurance quand même absolument extraordinaire. Il n'y a aucun animal qui peut nous suivre. Même un cheval ne peut pas nous suivre si on est bien entraîné. Bon, entraînez-vous et faites attention au cheval quand même. Mais nous avons une endurance exceptionnelle. Nous avons évidemment autre chose, c'est que nous ne pouvons pas vivre sans des traditions, sans des cultures, sans façonner le monde autour de nous. D'ailleurs, au passage, sujet à lire de toute urgence pour vos étudiants et vos étudiantes, Pourquoi j'ai mangé mon père de Roy Lewis. C'est le meilleur livre sur l'innovation. C'est le meilleur livre sur l'innovation. En plus, c'est désopilant. C'est aussi pertinent que désopilant. Donc, derrière cela, aujourd'hui, les critères, on n'en manque pas pour les définir. Et pour moi, ce qui fait la caractéristique vraiment des humains et ensuite de la lignée humaine, c'est la coévolution. Il y a deux coévolutions. L'une
qui existe toujours et que malheureusement nous subissons très fort avec la Covid-19, qui est que nous continuons à coévoluer avec les organismes qui nous entourent, notamment les micro-organismes. Là, nous avons un intervenant extrêmement qui aime bien la caméra, donc un peu vedette. Toutes nos maladies viennent de nos rapports avec les animaux, les zoonoses, etc. Et l'autre coévolution, et nous sommes à nouveau en plein dedans aujourd'hui, c'est comment les humains, par leurs innovations techniques et culturelles, vont changer leur société et l'environnement qui est autour d'eux. Cette deuxième coévolution fait que nous sommes extraordinairement plastiques. Le terme est un peu à la mode, je vous l'accorde, mais plastique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons changer très vite d'un point de vue morphologique, donc la taille et la forme, c'est ça la morphologie, d'un point de vue cognitif, bien sûr, et d'un point de vue donc cognitif, donc j'allais le dire, physiologique, et physiologique, voilà, c'est ce que j'ai oublié. Donc morphologie, physiologie et capacité cognitive. Par exemple, en ce qui me concerne, donc c'est vrai que malheureusement la caméra ça se voit, j'ai plus de 60 ans, enfin donc ça va très bien, mais je suis quand même d'une génération qui a quand même très rapidement acquis 25 ans d'espérance de vie. Avec la médecine, les droits sociaux, nutrition, le sport. Donc vous voyez, avec les mêmes gènes, nos gènes n'ont pas changé en termes de pool génétique en 50 ans. Simplement, vous voyez, ce que nos environnements techniques et culturels ont permis d'exprimer. Et bien ça, c'est une caractéristique, et à chaque fois, vous avez des conséquences démographiques, mondiales et écologiques. Quand les Homo erectus, il y a 2 millions d'années, inventent le feu, ça change complètement l'organisation sociale, et ça veut dire qu'on parle maintenant de technologie généralisée. C'est-à-dire Global Purpose Technology, c'est des technologies qui bousculent l'ensemble de la société, nos habitudes, nos mœurs, etc. Ben, c'est ce que nous sommes en train de connaître avec le numérique aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle. Et c'est ça la caractéristique de l'évolution humaine. D'une part, donc, d'agir sur le monde, mais également, et ça c'est très important, de changer les conditions de vie qui vont à chaque fois avoir des conséquences démographiques, et même au niveau mondial. Alors ça s'est passé sur quelques centaines de milliers d'années à l'époque d'Homo erectus, mais très rapidement, c'est la seule espèce qui va s'installer dans tous les écosystèmes. Et s'adapter donc à la fois par sa biologie, sa physiologie, sa capacité cognitive, mais également par la capacité de transformer ses environnements. D'ailleurs, un grand éthologue, Jacob von Eskull, alors c'est dommage parce qu'il y a eu 3 très beaux prix Nobel. Vous savez qu'on ne peut pas décerner plus de 3 personnes en même temps. Donc ça s'appelle le prix Nobel de physiologie de médecine. C'était en 1973. Karl von Fritz, la danse des abeilles. Nico Tinbergen, qui est quand même un personnage important, et Konrad Lorenz. D'ailleurs, on y reviendra, Nico Tinbergen nous apprend beaucoup de choses sur comment on va s'adapter. Nico Tinbergen est un des plus grands théoriciens, certainement, de l'éthologie, qui lui avait distingué 2 choses fondamentales, et nous sommes au cœur de ce processus aujourd'hui, ce qu'on appelle les causes immédiates et les causes ultimes. Les causes immédiates, c'est comment les individus d'une espèce vont réagir face à un changement brutal de l'environnement. Traduction, le télétravail. Confinement, on est allé sans précaution, c'était l'urgence, on s'est mis dans le télétravail. Ça s'appelle les causes ultimes. Maintenant, la question qui se pose, comment dans les expériences du télétravail que nous connaissons dans nos sociétés, nous allons en tirer des causes ultimes qui vont permettre d'adapter la société de demain et du travail. Et bien ça, c'est fondamental. Voilà ce que peut nous apporter la connaissance de l'éthologie des animaux et qui sont pertinents, évidemment, même si aujourd'hui, et nous avons les deux aujourd'hui. Nous avons un coronavirus qui vient de débouler et nous avons nos révolutions techniques. Donc là, ce qui est important, c'est que l'étude de l'évolution des animaux nous permet de bien discerner les causes immédiates des causes ultimes, mais aussi nous permet de distinguer, c'est très important, ce que sont les facteurs endogènes, comment déjà chaque espèce, à travers la diversité des individus, la reproduction différentielle, les flux de gènes, les comportements aussi, et même était en train de voir émerger certaines tendances, et comment un facteur exogène, un coronavirus, va les sélectionner brutalement. Et la sélection naturelle, c'est ça qui est extrêmement important à comprendre, ça n'a jamais été la loi du plus fort. C'est complètement crétin ce truc. La sélection naturelle, les termes ont un sens, ça veut dire c'est favoriser parmi les variations existant déjà, celles qui vont être les plus bénéfiques pour le monde qui vient. Mais il ne faut pas éliminer. Là, nous sommes en plein de sélection pour des compétitions au football. Quand un sélectionneur de l'équipe de France de football ou de handball, alors je suis en train de handballeur, moi j'adore le handball, handballeur fait une sélection, et il n'est pas en train de flinguer les autres, quoi. Il ne les a pas éliminés. Il va faire en sorte de choisir les meilleurs à un moment donné pour la compétition en cours. Et ensuite, on changera. Il ne faut surtout pas éliminer le reste des diversités, sinon la sélection naturelle se tuerait. D'ailleurs, on sait que la sélection naturelle
favorise les systèmes qui font la diversité. J'insiste là-dessus, sans diversité, on ne peut pas s'adapter. Et la grande leçon que nous avons des théories de l'évolution, c'est que d'abord, je l'ai dit, je le répète, c'est important, c'est un ensemble de corpus très complexe de théories et de concepts sur quelles sont les variations, comment elles sont sélectionnées, comment elles se diffusent. Et c'est important, c'est que, évidemment, le génie de Darwin, c'est d'avoir compris quoi? C'est que face à des changements imprévus du monde, ce qu'on appelle l'inconnu aujourd'hui, ou le new normal, comme disent les anglo-saxons pour le monde qui vient, c'est que la meilleure façon de résister et de trouver les meilleures adaptations possibles à un monde qui change, dont nous avons contribué à ces changements, mais aussi avec des changements qui nous sont imposés, c'est les diversités. Donc les diversités, ce n'est pas que des enjeux d'éthique ou de morale pour préserver la biodiversité, ce qui est déjà en soi important, c'est aussi comment on peut comprendre cela. Et il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est celui de bio-inspiration. Vous n'avez pas imaginé tout ce qu'on peut apprendre. On connaît le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est, et les ingénieurs l'utilisent beaucoup, et tant mieux, c'est imiter les formes, les structures et les matières. Le velcro, par exemple, c'est un très bon exemple. Maintenant, moi je préfère le terme bio-inspiration, non pas qu'il est meilleur, mais il englobe le terme de biomimétisme. Et la bio-inspiration, c'est comment, en comprenant les mécanismes de l'évolution, nous pouvons en tirer des avantages pour l'innovation et nos adaptations. Eh bien, je vais vous surprendre. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur. Eh bien, sachez que tout ce qu'on appelle l'analyse des data, dont la systématique que j'évoquais tout à l'heure, l'analyse des données, et aujourd'hui ce qu'on appelle le machine learning, donc l'apprentissage machine, et le deep learning, l'apprentissage profond, c'est complètement bio-inspiré. Pour vous dire comme c'est important, dans toute la littérature, on dit que le terme d'intelligence artificielle est apparu en 1956, la fameuse conférence de Dartmouth College, Summer Studies, donc avec McCarthy et l'autre, ça m'échappe, qu'importe. Mais en attendant, 1956, oui, mais 13 ans auparavant, McCulloch et Pitts, qui travaillaient dans l'approche piagetienne et lamarckienne de la psychologie de l'évolution, donc vous voyez, interdisciplinarité, eh bien, avaient eu l'idée, dès le départ, en 1943, d'utiliser un modèle, qui sont des fonctions mathématiques, mais qu'on appelle les neurones artificiels. Et aujourd'hui, soyons très clairs, nous sommes dans un monde qui est en train de complètement évoluer de façon darwinienne. Ce n'était pas le cas il y a encore 50 ans ou 40 ans. Ça veut dire quoi, ça? Vous avez des objets connectés, vous avez des téléphones portables, nous avons les assistants vocaux, on n'en parle jamais, les cobots, c'est des robots collaboratifs, nous avons les réseaux, etc. Tous nos appareils sont connectés, ils ont des logiciels apprenants, ils intègrent les choses. Et vous savez quoi? Un philosophe qui s'appelle Daniel Dennett, qui a écrit un livre absolument remarquable, qui s'appelle Les idées dangereuses de Darwin, mais c'est pas parce que Darwin est dangereux, c'est parce qu'il touche justement, c'était votre question, à nos modèles ontologiques fondamentaux, mais surtout, qu'est-ce qu'il dit, lui? Attention, dans le monde dans lequel nous sommes, vous avez des innovations, vous avez des caractères, des idées qui apparaissent sans nécessité absolue, mais qui peuvent changer le monde. C'est-à-dire que là, vous voyez, quand on était sur l'homme et l'animal, il y avait l'idée que l'homme est quand même, vous savez, l'ontologie de l'homme, c'est pas compliqué, c'est un triangle, vous avez Dieu au sommet, vous avez l'animal, la machine et l'homme au milieu, qui veut toujours être plus vertueux, avec un petit peu plus de technique, mais surtout échapper à l'animal. Et aujourd'hui, donc, ce triangle ontologique est en train d'éclater complètement, et en l'occurrence, ce qui est quand même assez intéressant, c'est de constater que cette vision que nous avions très verticale, hiérarchique, ontologique avec l'animal comme concept d'exclusion est en train d'éclater, et fort heureusement, et que justement, ce qu'on est en train de comprendre, ce qu'est le phénomène de start-up, on parle d'innovation, c'est qu'en définitive, ce qui change le plus le monde, c'est des contingences. Alors là, je suis très ravi de citer un monsieur qui vient de nous quitter, qui était un grand ami, qui s'appelait Michel Serres. Et Michel Serres avait très bien compris, et on en parle dans un livre qui s'appelle Qu'est-ce que l'humain? Et je l'évoque, ça, parce que c'est peut-être important, c'est un petit bouquin, donc vous pouvez le lire, c'est pas long. Et nous sommes 3. Nous avions inauguré, il y a une vingtaine d'années, Michel Serres, Jean-Didier Vincent et moi-même, donc le collège de la Cité, donc le collège de la Cité des Sciences de Paris. Et là, Michel Serres le dit, vous savez, dans cette question qui s'appelle Qu'est-ce que l'humain? Il y a 20 ans, il y a eu un psychanalyste, il y a eu un philosophe, et il y aurait eu un sociologue. C'était la grande apothéose, la grande domination des sciences humaines dans le monde intellectuel. Ça continue, mais ça a quand même un peu baissé ces derniers temps. Et là, il dit, vous voyez, comme le monde n'est pas en train de changer, mais
il est quand même tout à fait troublant et intéressant de souligner qu'on fait appel à un paléanthropologue, un cogniticien, donc un neurocognitiviste, et évidemment un philosophe des sciences. Donc attendez, le propos n'est pas de se dire on va se substituer aux sciences humaines, c'est pas du tout ça, mais on voit que tout ceci participe quand même d'une ouverture interdisciplinaire sur ces questions fondamentales qui restent. La philosophie est toujours très importante dans tout ça. Bien sûr, les sciences humaines sont très importantes, mais elles sont intégrées maintenant dans un corpus beaucoup plus large, dans notre façon de questionner ce que nous sommes. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que là aussi c'est une belle école française, qui est très peu connue des médias. Même d'ailleurs, mon ami Cédric Villani ne le cite pas dans son rapport, enfin, le rapport qu'il a dirigé, bien sûr, sur l'intelligence artificielle, c'est que nous avons des personnes qui parlent de darwinisme artificiel. Il faut savoir qu'on parle d'algorithmes évolutionnaires, qui étaient avant les algorithmes génétiques, etc. Donc je ne suis pas en train de dire que les sciences de la biologie vont tout subsumer, c'est-à-dire que nous allons inféoder les autres champs disciplinaires. Ce n'est pas du tout mon propos, mais qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, cette coévolution qu'on a évoquée, cette coévolution, et c'est là qui est surprenant, elle arrive par deux approches qui au départ n'ont rien à voir. D'abord, l'éthologie, les théories de l'évolution, les connaissances des écosystèmes, l'écologie. Et d'un autre côté, ça arrive par les technologies qui semblent les plus modernes. Alors on se dit, mais pourquoi l'intelligence artificielle, les robots et tout ça, qu'est-ce que ça a à faire avec la nature, etc. Ben on s'aperçoit que c'est complètement bio-inspiré. Donc on arrive aujourd'hui dans ce que j'appelle un espace digital darwinien. Et je pense qu'effectivement, cette capacité de s'interroger sur l'homme et l'animal sera certainement bien reçue et très formateur pour les étudiants du monde qui vient. Alors vous avez mis en avant l'importance de la diversité, et une dimension de la diversité, c'est quand même le genre, qui contribue au premier niveau peut-être de diversité. Dans l'observation de l'animal, dans ce qu'on apprend sur son évolution, est-ce que justement il y a une approche par le genre qui permet de nous apporter des éléments pour mieux comprendre nous-mêmes notre diversité en tant que genre, hommes bien sûr et femmes? Dès le départ, il faut être très clair, l'idée de comparer les humains avec, vous avez remarqué, je ne dis pas l'homme, les humains avec les autres espèces ne participe pas d'une volonté de dégrader ce que nous sommes, pas du tout. Mais, comme disait Claude Lévi-Strauss à propos des cultures et des civilisations, on ne peut pas se connaître sans se comparer à ce qui est près de nous et différent de nous. Donc l'idée c'est cela, c'est observer, comparer et essayer de bien comprendre. Et il est vrai que il y avait un sujet qui n'avait pas été abordé, ou très peu, du point de vue de l'évolution du côté des femmes, et la question du genre, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit émerger des débats assez compliqués entre les approches sur le genre et les approches sur homme-femme, hein, sans tomber dans un réductionnisme sexiste. Donc tout ça, ça montre bien que nous sommes sur de grands enjeux d'anthropologie. Personne n'ira contester, aucun anthropologue, que dans notre espèce, il y a bien sûr le sexe. Nous sommes parmi les espèces qui sont d'ailleurs les plus déterminées biologiquement pour le sexe, mais à part ça, il y a une construction d'identité sexuelle qui peut changer au cours de la vie, et ça, personne ne le conteste par rapport à cela. Maintenant, ces questions de genre, évidemment, font intervenir des enjeux d'éducation et de culture, de tolérance ou pas par rapport à la différence de comportement. Et là, en effet, c'est une question qui a été très peu abordée du côté du monde animal. Et pourquoi? Parce que tout simplement, la manière dont on va observer les autres espèces est souvent déterminée, en tout cas stimulée par des questionnements de notre temps. Et un des grands enjeux aujourd'hui, évidemment, c'est les questions d'inégalité homme-femme. La crise de la Covid-19 a bien montré, les données viennent de sortir, World Economic Forum, McKinsey Global Institute, l'Institut ILO, l'Institut Bureau international du travail. Tout ceci, ce sont des rapports, UN Women, enfin l'ONU pour les femmes. Les rapports viennent de sortir, ils sont en ligne, ils sont accessibles. Les femmes, après 5 ou 6 ans d'évolution objective de leur position dans notre société, on va prendre 4 critères, c'est-à-dire l'accès à l'éducation. Ça, maintenant, quasiment dans le monde, c'est quasiment acquis. L'accès aux soins et au bien-être. Il y a encore des différences, mais on s'approche de l'égalité. Par contre, ça décroche pour la représentation sociale et économique dans les entreprises, et ça décroche encore plus dans la représentation politique. Donc là, on a vraiment 2 gros problèmes qu'il faut résoudre. Alors, il y avait des acquis, depuis 5 ou 6 ans, qui sont objectifs, mais qui ont été impactés méchamment par la Covid-19. Une étude qui vient de sortir, d'ailleurs,
je le cite, hein, c'est parce que je m'adresse à des étudiants et des étudiants, donc allez voir un petit peu la bibliographie. Le dernier numéro, là, voilà, nous sommes tout à fait fin mars, début avril. Le dernier numéro du Courrier international met en avant plusieurs articles de la presse internationale, en définition, sur la dégradation qui a été subie. Et c'est aussi donc le dernier World Economic Forum qui parle évidemment Global Report 2222 sur justement la condition des femmes. Ça s'est largement dégradé. Par exemple, aux États-Unis, 25% des femmes considèrent qu'elles vont mettre un frein à leur carrière, voire démissionner ou réduire leurs ambitions. On peut pas. On ne peut pas faire ça. Et soyons très clairs, la situation qui s'améliorait tout doucement est quand même la conséquence de quelque chose de considérable. Je ne suis pas en train de dire que dans la préhistoire, les hommes préhistoriques étaient plus sympas que les femmes préhistoriques. On a toutes les diversités, j'en parle dans mon livre. Il y avait des gentils, il y avait des mauvais. C'est ni le monde de Hobbes, ni le monde de Rousseau. Ça cognait, c'était amoureux. On avait tout ça. On avait fait des amours avec monsieur et madame Néandertal. Vous voyez, il y avait quand même des choses assez sympathiques. Et derrière cela, il y a quand même notre modernité qu'il faut questionner. Et questionner notre modernité, et c'est intéressant de regarder effectivement avec une perspective plus longue qu'est la mienne. Alors, à la fois, je dirais plus longue, mais aussi plus diversifiée. C'est ça qui est important. Et en effet, à quand remonte, ou par quel processus de discrimination, nous sommes arrivés à des situations où, encore aujourd'hui, il y a tant d'inégalités, ne serait-ce qu'entre les hommes et les femmes, ce qui entraîne évidemment les autres aspects de diversité, LGBT+, LGBTQ+, mais aussi nos diversités, c'est l'héritage quand même de ce 19e siècle qui a quand même produit les théories de l'évolution, notre rapport à la nature, mais qui a produit aussi une vision hiérarchique du rapport du monde occidental au reste du monde, que nous payons encore. Par exemple, sur les grands réseaux numériques, on est un peu focalisé en Europe sur les Californiens. Ah oui, mais ça c'est le monde occidental, c'est la Californie. Mais on ne regarde pas du côté Est. La manière dont la Chine a déjà complètement transformé, et les autres économies asiatiques, ils sont très en avance par rapport à nous. Donc nous conservons ce rapport crypto-raciste, hiérarchique, qui fait qu'on a du mal à voir les innovations partout dans le monde. Je ne vais pas parler d'Israël, ça va bouger aussi très vite en Afrique. Donc déjà, il va falloir se débarrasser de cela. Darwin disait, ne dites jamais supérieur ou inférieur. Si vous abordez le monde d'aujourd'hui en fonction des différences pour hiérarchiser, vous êtes mal parti pour le monde qui vient, parce que vous n'allez pas voir comment l'innovation, le génie peut émerger partout dans le monde. Et ça, là-dessus, Lévi-Strauss, Darwin, moi-même, les anthropologues, on est tous d'accord sur cette question. Maintenant, j'ai regardé effectivement ce qu'il en était. Et il est très clair que si on va voir chez les autres espèces, là, par contre, chez un Homo sapiens du genre très masculin, il n'y a pas quoi être très fier. Nous sommes l'espèce la plus violente vis-à-vis de ces femelles qu'on appelle les femmes. Aujourd'hui, dans le monde, il y a, dernière donnée publiée, 380 000 meurtres homicides dans le monde. 380 000 meurtres, 364 000 exactement. Là-dedans, il y en a un peu plus de 80 000 qui concernent les femmes. Et c'est là que le terme de féminicide prend tout son sens, parce que regardons où ça se passe. Les hommes, d'abord, 96% des homicides sont commis par des hommes, les mâles. Maintenant, en ce qui concerne les hommes ou les femmes, eh bien, les hommes sont l'objet d'homicides à l'extérieur de leur lieu de vie privé, alors que les femmes, à 2/3 quand même, 66% des femmes qui sont victimes de meurtre, c'est dans l'espace privé. C'est-à-dire que là où ça devrait être le lieu du repos, de l'amour, de l'échange, du partage, de la protection, c'est l'endroit le plus dangereux pour les femmes. Et parmi les meurtres, donc, c'est essentiellement un partenaire ou un ancien partenaire, comme on sait. Donc il y a un problème. Et d'où vient effectivement cette violence et ce qui la motive, et parfois même, pour ceux qui les commettent, pourraient les justifier, ce qui n'est pas acceptable, bien évidemment. C'est aussi lié au concept d'animal. Soyons très clairs, c'est parce que on a catégorisé les femmes dans une catégorie inférieure, et à partir de là, donc, elle ne peut pas bénéficier des mêmes droits. Et là, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas un fait qui vient de la préhistoire ou des diversités des autres cultures, qui ne sont pas ni meilleures ni moyennes, elles sont diversifiées par rapport à ça. Notre modernité est en question. Parce que, quand même, toutes les grandes révolutions depuis le XVIIIe siècle, où les femmes ont beaucoup participé, la Révolution française, la Commune, oui, on va en parler, la Commune, le traumatisme, la Première Guerre mondiale.
mai 68. J'aimerais bien qu'on aborde un dernier point parce qu'on est en train de vivre une expérience qui est assez extraordinaire, hein, puisqu'au niveau de la planète, là ça n'est pas réservé qu'à un pays ou qu'à une zone géographique, on connaît une pandémie. Alors comment allons-nous sortir de cette expérience qui est quand même tellement particulière? Quelle est votre vision de ce que nous sommes en train de vivre et la manière dont ça va impacter nous aussi, notre organisation, nos organisations futures? Bon, elle est particulière parce qu'on est en plein dedans. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Par contre, vous avez mis le point sur quelque chose de très important. C'est la première fois que ça se passe de manière aussi rapide à l'échelle mondiale, dans un monde connecté. C'est ce que j'appelle la fin de la verticalisation du monde. Quand il y a eu les inventions des agricultures, c'est 10 000 ans avant aujourd'hui, c'est un phénomène d'ailleurs qu'on retrouve indépendamment dans différentes parties du monde, qui nous interroge d'ailleurs beaucoup sur ces mécanismes, qui vont entraîner évidemment de nouvelles représentations du monde, de nouveaux rapports à la nature. La notion d'homme et animal que nous avons aujourd'hui, qui sépare l'homme et l'animal, vient de là. L'animal rentre dans les maisons, mais il devient aussi, plus tard on l'appellera animal machine, mais en tout cas il devient un objet utilitaire de rente également pour se nourrir. Derrière cela, ceci quand même va prendre quelques milliers d'années dans l'ensemble du monde. Après ça arrive notre modernité guidée par la culture occidentale. C'est quand même, au moment où arrive la notion d'homme et d'animal et qu'on met l'homme au centre du cosmos, donc à la Renaissance, avec la naissance de l'humanisme, il y a un enjeu aussi considérable, c'est que c'est également les sciences et les techniques qui rentrent dans les problématiques coévolutives des sociétés humaines. D'ailleurs, je suis un peu surpris qu'encore aujourd'hui, dans beaucoup de débats sur le transhumanisme ou l'humanisme, etc., on oublie systématiquement l'importance des sciences et des technologies qui, à partir de là, vont permettre à l'Occident de dominer le monde pendant 5 siècles. Donc il y a eu la révolution industrielle et donc cette vision verticale du monde. Et ensuite, on a diffusé tout ça petit à petit. Jusque dans les années 1990, donc c'est hier. Et vous vous souvenez, quand le mur de Berlin est tombé, M. Francis Fukuyama, qui est un intellectuel que je respecte beaucoup, avait dit c'est la fin de l'histoire. Les modèles alternatifs, donc socialistes ou communistes, ne sont plus là. Bon, il y a encore les autres primitifs, etc., comme d'habitude. Et l'idée était que, en effet, le monde occidental, la démocratie moderne, le libre-échange, le commerce, la mondialisation heureuse, l'expression de Pascal Lamy, et objectivement, en 15 ans, 1 milliard de personnes sont sorties de la misère. Donc, le bilan est, comme on dit à l'époque, globalement positif, c'est indéniable. Et de ce fait, l'idée était que nous étions arrivés, de cette manière, à la fin de l'histoire, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de meilleur modèle que celui qui, objectivement, a fini par triompher. Alors là, l'évolutionniste que je suis, et je me souviens, mon ami Axel Kahn et moi-même avions été interviewés au moment de la sortie du livre de Francis Fukuyama. On a dit, oui, c'est très bien peut-être ce qu'il dit. En histoire, on doute que ça s'arrête, mais qui sait? Par contre, l'évolution, ça ne s'arrêtera pas. Et dans cette aventure, il faut bien se rappeler que lorsqu'on parle d'évolution, il y a 3 choses. Qu'est-ce qui fait que le monde change? 1, nous sommes dans des écosystèmes. Nous coévoluons avec les organismes vivants autour de nous. On le sait aujourd'hui avec le choc de la Covid-19, mais c'est également notre microbiote. Comme vous savez, tel que nous sommes là, 80% des micro-organismes que nous avons sur la peau et dans le corps ne sont pas à nous. Donc là, maintenant, c'est bien compris. Donc nous sommes des écosystèmes nous-mêmes, mais nous sommes dans des écosystèmes. La deuxième chose qui est importante, c'est que des événements majeurs viennent intervenir le long fleuve tranquille, en tout cas idéalisé, de l'évolution. Donc ce qu'on appelle chez nous les ponctuations. Un événement brutal, on connaît Jurassic Park, etc., ou les pandémies, ça intervient également. Et puis surtout, la raison principale, mais que personne ne voit, le succès. Car plus vous avez eu de succès, plus vous avez modifié l'environnement dans lequel vous avez eu du succès. Ma génération, ces baby-boomers qui sont quand même désignés du doigt depuis quelque temps par la jeune génération, tout de même, la population mondiale a été multipliée par 3 depuis que je suis né. Et je ne jouais pas à la marelle avec Néandertal, hein, c'est quand même récent. Hein. Et surtout, ce qui est important également, c'est que nous avons multiplié par 100 en moyenne notre empreinte écologique. Énergie, consommation, voyage, etc. Donc, en 50 ans, nous avons multiplié par 300
voire un facteur 500 notre impact sur la nature. Alors, mondialisation heureuse, tout va bien. Et c'est là que commencent à arriver plusieurs choses qui vont intervenir. C'est que déjà émergeaient des tendances endogènes internes à nos sociétés avec les révolutions numériques. D'ailleurs, comme toujours à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, M. Jamie Rifkin a dit c'est la fin du travail. Et je vais vous dire très clairement, jusqu'à présent, il n'y a eu aucune révolution technologique généralisée, c'est-à-dire qui impacte nos vies privées, nos moyens de consommer, notre santé, notre rapport au monde, notre économie. Il n'y a jamais eu de technologie généralisée qui n'a pas eu plus de conséquences que de créer plus de travail. D'ailleurs, quand j'étais étudiant, j'étais en physique théorique. Voilà, je vous le dis pour les jeunes, ça peut. J'étais en phisique théorique. Et puis j'ai craqué, il est arrivé Lucie, une petite pépé comme ça, exotique, puis ça, Australopithèque. Donc je commence à m'orienter dans ce domaine-là. Et venait de sortir un livre d'un grand anthropologue qui s'intitule Marshall Salins. Marshall Salins, comme Chomsky, etc., c'est cette gauche très éclairée américaine, etc. Et Marshall Salins a sorti un bouquin qui s'intitule Âge de pierre, âge d'abondance. Où il compare le travail des femmes, le travail des hommes. Alors d'ailleurs, quelles que soient les sociétés, les femmes travaillent toujours plus. Ça n'a pas changé, malheureusement. Et c'est un des enjeux du monde qui est en train de changer aujourd'hui. Mais également, il montrait qu'ils travaillaient 3 ou 4 heures par jour, au maximum. En plus de ça, ils vont à la chasse, à la pêche, ils collectent. C'est-à-dire ce sont nos loisirs. Quand nous, on a travaillé 60 heures par semaine, on fait le boulot des chasseurs-collecteurs en termes de subsistance. Donc, ça me rappelle un bouquin extraordinaire là-dessus qui s'appelle quand même Obélix et compagnie, Uderzo et Goscinny, où là, Obélix fait du commerce avec ses menhirs, et dit ben là, on travaille, puis plus tard, on ira à la chasse. C'est vrai que je me dis, ben, si on y allait maintenant. Donc, voilà. Alors, évidemment, ce livre a été un grand choc, parce qu'il a beaucoup choqué les idéologies de droite comme de gauche. Le travail a toujours été au cœur. Et là-dessus, c'est vrai que Marx et Engels, ça fait parfaitement raison. Alors Marx, il est ambigu, parce qu'il dit que c'est une oppression le travail. Engels dit c'est ce qui libère l'homme de la nature. Donc il y a toujours cette ambiguïté autour du travail, à la fois libérateur et oppresseur. Mais à chaque fois, il y a toujours eu plus de travail qui a été créé. Enfin, non d'une pipe, on n'a jamais autant bossé. Quand on voit nos appareils connectés, etc. Avant, on prenait le train, on était peinard, on n'était pas connectés. Maintenant, on bosse dans le train, on n'arrête pas. Un exemple parmi d'autres, bien évidemment. Donc, là aussi, vous voyez, on n'avait pas vu que ce succès absolument incroyable de nos sociétés, qui objectivement, en termes de limite d'âge, en termes d'espérance de vie en bonne santé, parce que c'est l'autre terme maintenant, en termes de voyage, mais le tourisme était trop loin. On voit bien que le tourisme de masse aujourd'hui pose question. Grand succès que pour le tourisme, mais ça ne reviendra pas comme avant. Les gens de Dubrovnik, les gens de Venise ne veulent plus avoir autant de monde chez eux. Le succès, au bout d'un moment, présente plus d'inconvénients que d'avantages. Et c'est de ça, vers ça qu'on est confronté aujourd'hui. Donc maintenant, comment s'en sortir? D'abord, effectivement, c'est qu'après cette verticalisation du monde, d'ailleurs on voit bien que le monde se verticalise. Moi je me souviens quand, il y a une vingtaine d'années, on parlait du miracle économique de l'Irlande. Alors avant, quand l'Irlande n'allait pas bien, les Français allaient en vacances en Irlande. Et quand les Irlandais viennent en vacances chez vous, c'est que c'est eux qui vont mieux économiquement. Et aujourd'hui, on a les Chinois qui viennent, on a eu les Japonais, donc ça veut dire que c'est les pays dominants qui voyagent et qui vont voir les autres. Donc ça c'est quand même quelque chose qui se voit concrètement. Mais maintenant, très clairement, ce qui est en train d'arriver, c'est que nous avons une pandémie, et ce n'est pas la première fois, qui, d'un seul coup, se répartit dans le monde. Alors là aussi, nous autres, les évolutionnistes, nous ne sommes pas des devins, nous ne sommes pas des prospectivistes, mais toutes les conditions étaient réunies. Je veux dire, la connectivité, que par les réseaux, mais des voyages, par le commerce et le tourisme, je veux dire, le coronavirus, il a trouvé un paradis. Et ça fait que commencer les mutations dans le monde entier. Ça ne fait que commencer cette affaire. Et d'un seul coup, donc, un coronavirus qui existait déjà se trouve connecté à l'URAN, au réseau de connexion dans le monde, de voyage, les avions, et en 18 heures, il a fait le tour du monde. On avait déjà Ebola, sauf qu'Ebola, c'est l'Afrique, ça tue rapidement, malheureusement. C'est terrible ce que je dis, mais les hémorragies que ça provoque, les fièvres hémorragiques, les gens meurent rapidement, on voit les symptômes, et ils se déplacent peu. Et la Covid-19, c'est une vraie vacherie parce que vous êtes contaminant avant d'avoir les symptômes. Alors ça, c'est la pire chose qui peut nous arriver et je ne pense pas qu'on va en sortir facilement. La chose étant, c'est que nous autres, les évolutionnistes, on savait que ça pouvait arriver et malheureusement, c'est arrivé. Alors, je ne peux pas vous dire à telle heure, pour le journal de 20h, tel virus, à quel endroit du monde. Mais on avait déjà le SRAS, le sida, on sait que ça s'est passé comme ça. Voilà. C'est comme ça que ça se passe dans l'évolution et ça nous pendait au nez, comme on dit d'une manière très populaire.
Maintenant, est-ce que c'est la première fois que ça arrive? Non. Grippe espagnole, bien évidemment, après la Seconde Guerre mondiale. Également, évidemment, la Grande Peste de 1347. Mais un événement qu'on a oublié. Mais là, ce n'est pas un virus. C'est le volcan Tambora, ou Tambori, on dit les deux, en Indonésie. Nous sommes en 1815. Il crache tout ce qu'il peut. C'est une des plus grandes éruptions volcaniques de l'histoire de l'humanité. Pas de toute l'évolution, mais en tout cas répertoriée dans l'histoire de l'humanité. Et là, quand les poussières montent au-dessus de 10 000 mètres, vous savez, ça se répartit autour de la Terre. Et là, toutes les zones tempérées à l'hémisphère nord ont eu un nuage de poussière qui était au-dessus d'eux. On appelait ça l'année sans été. En 1816, il a gelé en Europe. L'agriculture s'est effondrée. On appelle ça l'année des mendiants chez les Suisses et les Allemands. C'est une grande famine en Irlande. C'est aussi la première crise financière en Amérique du Nord. C'est-à-dire que ce volcan a complètement bloqué ce qui était déjà en cours, la première révolution industrielle. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est qu'à partir de là, les conséquences ont été tellement terribles sur le plan social et sanitaire. Les conséquences ont été tellement terribles sur le plan social et sanitaire que c'est à partir de ce moment-là que les États décident de rentrer dans l'action sociale. Jusqu'à présent, c'était l'objet de la mission, donc évidemment, des ordres religieux. Eh bien, c'est ce que nous allons connaître. Aujourd'hui, depuis cette époque-là, à chaque fois que nous vivons une crise, après la Première Guerre mondiale, traumatisme absolument démentiel, c'était déjà émergent. Il y avait déjà les lois sociales, il y avait des gens en combat, mais ça s'est amélioré. Il y a mai 68 chez nous, mais là aussi, depuis mai 68, il y a aussi une grande épidémie de grippe. Mais on ne l'a pas vu par rapport à ces événements-là. Comme la grippe espagnole, d'ailleurs, ça fait pas longtemps qu'on en reparle. Hein. Il y a eu tellement de traumatisme des humains face aux humains. Et puis derrière cela, évidemment, nous, aujourd'hui, eh bien, on le voit bien, c'est quand même très intéressant de constater ce qui s'est passé. Comment les gouvernements ont décidé de soutenir l'activité économique et d'apporter évidemment du soutien aux personnes. Voilà un des effets de la numérisation qui est important. C'est-à-dire que nous sommes tous, avec nos appareils connectés, nous avons tous donc nos images numériques qui travaillent sur les réseaux. Hein. Même les entreprises chinoises sont très en avance. Vous savez qu'on parle dans les usines de digital twins, des jumeaux numériques. Ben, vous savez que des grandes entreprises de commerce chinoises, les Alibaba et compagnie, Tencent, ils ont votre double numérique. C'est ce qu'on appelle maintenant aussi la médecine personnalisée. Ça va s'adapter à la médecine. Ça va s'adapter à l'éducation. On va avoir de plus en plus, même pour les classes préparatoires, les grandes écoles, des parcours de plus en plus individualisés. Où là, évidemment, c'est un défi pour l'enseignement entre les fondamentaux, les acquis nécessaires et les acquis individuels. Derrière cela, aux États-Unis comme en Europe, il y a eu un soutien direct qui a été permis justement grâce aux outils numériques. C'est-à-dire de donner les chèques. Alors, c'était commencé avec M. Trump, maintenant M. Biden. C'est-à-dire que directement, les gens ont eu des soutiens. Donc, ce qui est en train de changer, c'est effectivement, à chaque fois qu'on a eu des crises comme cela, c'est évidemment des enjeux sanitaires, on est bien d'accord, des impacts économiques forcément, mais également ce qui va amener à repenser évidemment ce que est le rôle des États et des gouvernements. Alors on sait bien que les libertariens ou les néolibéraux n'aiment pas du tout les États et les gouvernements, mais on voit bien que sans eux, malheureusement, ça aurait été compliqué. Mais ça veut dire qu'eux aussi, il va falloir qu'ils adoptent des changements. Alors tout à l'heure, je parlais de Nico Tinbergen d'éthologie, entre les causes immédiates et les causes ultimes, parmi toutes les expériences qu'on connaît dans le monde entier. C'est intéressant, parce que dans le monde entier, il y a la crise. On s'aperçoit que, peut-être les Chinois, mais faisons confiance peut-être à leurs statistiques, je m'avance un petit peu, mais en l'occurrence que la crise a été partout, que dans les économies d'Asie, ils ont mieux encaissé d'abord, ils ont une plus grande expérience de ce genre de pandémie, et que par ailleurs, déjà, en conséquence des épidémies qu'ils avaient eues auparavant, ils avaient déjà des habitudes de travailler à distance, de porter des masques, de travailler à distance, et en plus une économie très numérisée. Aujourd'hui, on parle de télétravail. Il faut savoir que les usines de Wuhan ont continué à tourner parce qu'elles sont complètement connectées. Les usines sont connectées avec des jumeaux numériques, avec l'intelligence artificielle. Même les lieux de production aujourd'hui, hein, il y a un concept qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est l'usine noire. Vous savez ce que c'est? L'usine noire, il n'y aura plus un humain dedans. C'est toutes les machines. Ça fait penser un peu à Terminator, mais bon, pardon. Mais des usines qui sont gérées à distance. Donc, les Chinois étaient déjà très en avance là-dessus, mais c'est pareil à Taïwan, c'est pareil en Corée du Sud, c'est pareil au Japon. Donc, ils ont mieux encaissé la crise parce qu'ils étaient déjà dans une situation qui, à la fois d'expérience et également de fait, qui permettait de mieux encaisser la crise. Nous, c'était un petit peu plus compliqué, on y est encore. Comment on va s'en sortir, je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas, il n'y a pas un seul pays qui a trouvé la solution par rapport à cette pandémie. Ça, c'est très clair. Il n'y en a pas un.
Maintenant, ce qui est intéressant, c'est comment, dans la diversité, une fois de plus, des réponses qu'ont apportées les États et les gouvernements, quelles sont celles qui permettront, en effet, de bâtir une société new normal, j'aime pas tout le terme d'ailleurs, mais je le répète, la société de demain, avec ses nouveaux enjeux économiques, sanitaires et évidemment d'équité qui étaient mis en place. Je soulignerai une chose par rapport également à votre question, c'est que, très clairement, la Covid-19, c'est vraiment le modèle le plus parfait, au sens le plus terrible du terme, de ce qu'est la sélection naturelle. Ce coronavirus a frappé là où les personnes sont faibles, là où les personnes ont des comorbidités, là où les systèmes sociaux et sanitaires ne sont pas équitables. En Amérique du Nord, c'était évidemment très compliqué. Donc voilà quelque chose qui est une leçon dont ça serait bien passé, je vous l'accorde, mais néanmoins, il y avait déjà tellement de tendances endogènes qui étaient émergentes dans la transformation de nos sociétés sur les questions d'équité, de diversité, de rapport hommes-femmes, LGBTQ+, etc. En fait, ça n'a fait que l'accélérer à un prix quand même assez cher, payé, on est bien d'accord, mais ça n'a fait qu'accélérer effectivement les tendances qui étaient là et surtout d'avoir mis le doigt et en exergue de manière malheureusement dramatique là où nos sociétés ne fonctionnaient pas bien. Maintenant, il faut être également assez vigilant sur ce qui se passe. On parle beaucoup de télétravail. Mais, soyons très clairs, le télétravail, où ça concerne des tâches automatiques, comme on appelle les tuckers, les gens qui indexent les données. Donc c'est ce qu'on appelait le lumpenprolétariat du temps de Karl Marx. Donc là, ce n'est pas des conditions de travail. Puis il y a aussi des gens, comme la plupart des étudiants et des étudiantes qui nous écoutent et qui vont dans des métiers créatifs. On parle anglais, on va être dans le monde. Ils peuvent travailler n'importe où, collaborer, ils savent faire en ligne, ils savent faire avec les méthodes de design thinking, méthode agile, ça. Pas de problème. Mais on s'aperçoit que ceci ne concerne que ce qu'on appelle les personnes, hommes et femmes dans le monde entier cette fois, c'est ça qui est important, qui sont dans l'économie dite frontière, c'est-à-dire celle qui fait bouger les frontières. Donc c'est le mythe de la frontière américaine, comme vous savez, mais qui est utilisée en économie aujourd'hui. Maintenant, ce qu'a révélé la crise, c'est que quand même, et quelles que soient les études de prospective qu'on peut lire, c'est que plus de la moitié, entre 50 et 60% des activités dans notre monde sont liées à des rapports aux autres. L'éducation, la médecine, les caissières, les gens qui s'occupent de nos villes, du nettoyage, évacuer les ordures, etc. Les gens de premier et de second rang. Et là, très clairement, il va falloir qu'effectivement, nous ayons peut-être une réflexion éthologique qui nous ramène quand même à l'homme et l'animal. En comparant notre espèce aux autres espèces, on s'aperçoit que nous appartenons à un groupe d'espèces qui vit longtemps, 50 à 100 ans, un peu moins pour les grands singes quand ça va bien, et que nous sommes capables d'apprendre tout au long des âges de la vie. Et là, je voudrais mettre le point sur quelque chose de très important concernant notre conception de l'évolution. Nous conservons toujours dans l'imaginaire collectif, mais attendez, c'est pas venu des imaginaires, c'est les images qu'on a montrées, que effectivement, voilà, il y avait une échelle graduée, hiérarchique, des races, entre les sexes, entre les genres, entre les sociétés, etc., etc. Ça, il faut l'oublier complètement. Il faut penser que toute différence est une potentialité pour s'adapter au monde qui vient. Ça, c'est la première règle d'or. Et lorsqu'on regarde l'homme par rapport aux autres espèces animales, donc on appelle les espèces K, c'est un coefficient d'équation qu'on a chez nous, enfin qu'importe, et qui montre que les femelles mettent un seul petit au monde, après une longue ontogénèse, le sevrage arrive tardivement, il y a une enfance longue, une adolescence plus ou moins longue, une espérance de vie de 40 à 100 ans. Nous sommes faits pour apprendre tout au long des âges de la vie. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que la notion d'animal, voire d'animal-machine, qui enferme l'animal dans ses instincts, s'il est enfermé dans ses instincts, c'est-à-dire que soumis immédiatement aux causes immédiates, comment voulez-vous qu'il survive? Il ne peut pas s'adapter. Donc, le concept d'animal, qui est complètement bloqué dans ses instincts, dans les déterminismes génétiques, etc., d'abord, ce n'est pas vrai, mais en plus, c'est très grave pour pouvoir nous adapter. Puisqu'en l'occurrence, nous avons toujours tendance à classer les écoles, à classer les hôpitaux. Bon, très bien, il faut comparer, il y a des trucs qui vont pas bien. Non, on est d'accord. Mais derrière cela, il va falloir que nous abandonnions un peu ces conceptions hiérarchiques qui font que, aujourd'hui, moi je suis un peu surpris, dans vos grandes écoles,
et vos futurs étudiants et étudiantes qui vont avoir ces professions, ils vont continuer à se former toute leur vie. Parce que c'est dans leur logique. Ils ne se posent même pas la question. Hein, qu'on appelle executive formation ou executive management. Tout ça, ça existe partout. Par contre, où je suis très surpris, c'est que justement, dans les personnes qui ont des métiers moins bien payés, et là, c'est un terme qui est très peu connu en France, malheureusement, qu'on appelle la gig economy, c'est-à-dire toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes. Alors, je précise, il y a plus de femmes que d'hommes en moyenne, comme il y a plus de femmes en travail partiel, mais également plus des gens issus de la diversité et de l'immigration, et des gens qui ont des handicaps. Eh bien, c'est la majorité des personnes qui sont dans ces métiers de la gig economy, pas très bien rémunérés, qui doivent se déplacer pour travailler, des journées fragmentées et qui sont mal logées. C'est les personnes qui ont été les plus frappées par la Covid-19. On ne peut plus continuer comme ça. Et si cette partie de la société continue à se détériorer, ça va aller très mal. Alors, la solution, c'est la formation. Et on pense, dans les estimations que j'ai pu voir, que rien que dans les pays de l'OCDE, c'est de l'ordre de 100 à 200 millions de personnes à former. Et là, il faut redonner confiance. Redonner confiance, c'est pas parce que, quelles que soient les conditions sociales, familiales ou économiques qui ont pu être défavorables pour vous, et il y en a beaucoup, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de pouvoir vous former et d'acquérir de meilleures compétences, etc. Et donc, un des enjeux de nos sociétés d'aujourd'hui, c'est que, vous voyez, c'est la même problématique, hein, je ne fais pas un raccourci stupide ou de réduction, c'est que de la même façon qu'on est capable de regarder les autres espèces autour de nous, dans leurs attitudes, leurs capacités, leurs différences, eh bien ce regard-là, il est extrêmement important aussi au sein de notre société, dans ce monde aujourd'hui qui est complètement connecté, parce que c'est une révolution qui est au niveau mondial. Soyons très clairs. On n'est plus, quand j'étais jeune, on parlait du tiers-monde, on parlait du dialogue nord-sud. Ces problématiques sont encore là. Mais aujourd'hui, elles ont complètement changé, en ce sens où elles sont au niveau mondial. Et donc, pour parler d'évolution, ce qui est en train de se passer, c'était assez visible avec un regard évolutionniste. Je vais vous parler des pinsons des Galapagos. Alors, il y a un très bon film que j'adore qui s'appelle Master and Commander. Et là, vous avez un jeune médecin, en fait, c'est Charles Darwin, et il se retrouve aux îles Galapagos. Et là, vous avez les pinsons. Charles Darwin, le vrai, arrive dans cet archipel et il constate, mais à l'époque, il n'y a pas les statistiques, il constate que sur chaque île, la taille et la forme du bec et du corps diffèrent. Alors il fait des échantillons, et c'est là que Diggling, en travaillant avec des ornithologues, il va s'apercevoir que depuis une souche originelle venue du Chili, il y a eu ce qu'on appelle diversification adaptative, en fonction des conditions locales. Dans les dernières décennies des années 1900, jusqu'à l'origine de l'an 2000, un groupe de chercheurs, Rosemary et Peter Grant, vont tous les ans aux Galapagos. Bon sujet de recherche au passage. Hein. Et maintenant, on a les statistiques, on fait de la biométrie, on a tous les outils. Donc, ils regardaient l'évolution longitudinale, année après année, des populations, donc, de la morphologie des populations de pinsons. Et puis d'un seul coup, Digging, tout s'effondre. Jusqu'à 1973-80, vous aviez la belle courbe de Gauss. Vous savez, la belle curve, avec une belle moyenne, un faible écart type. Et là, vous vous dites, super, parce que ces espèces sont bien adaptées. On est parfaitement d'accord. Maintenant, si les conditions de l'environnement changent brutalement, où ça va cogner dans la courbe? Au centre, aux extrémités? Au centre. C'est-à-dire que les mieux adaptés dans l'environnement préalable vont être les moins adaptés dans l'environnement qui vient, et d'un seul coup, ceux qui étaient minoritaires, s'il y en a évidemment, qui présentent des bons caractères, vont être favorisés. On passe du dromadaire au chameau. Et cette bipolarisation, c'est ce qui frappe nos sociétés. C'est-à-dire, moi je suis d'une génération, j'assiste en tant que baby boomers, qui connaît un progrès comme jamais dans l'histoire de l'humanité, avec les conséquences évidemment en bien et en mal qu'il nous faut gérer aujourd'hui. Et c'était quoi? C'était le modèle des classes moyennes. Avec deux choses importantes, et ça je vous le dis pour vous les jeunes, c'est l'école au minimum jusqu'à 16 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on vous dit, vous, les jeunes, là, enfin, vous êtes plus jeunes que moi, donc ça vaut pour vous, on vous dit, les métiers de demain, on ne les connaît pas. Et vous croyez que quand moi, fils de prolo et de maraîcher, je croyais que ce que c'était que les métiers qui se terminent en log? Là aussi, vous voyez, c'est pas qu'aujourd'hui. On a connu. Sauf que, dans les années 60, 70, on voyait le monde en mieux. Donc, oui, des rock'n'roll, hein, c'est encore là. Hein. Moi, si j'avais pensé que pour écouter les Rolling Stones, il fallait se bagarrer contre Yvette Horner qui faisait de l'accordéon avec Néandertal, que j'aurais écouté les Rolling Stones 50 ans plus tard à Marseille, j'aurais jamais cru cette personne-là. Donc c'était quand même absolument extraordinaire ce qui s'est passé. Mais il y a deux choses qui sont importantes.
c'est l'éducation qui nous a permis de nous adapter à un monde qui change, et également, d'un point de vue économique, le crédit. Et oui, hein, le crédit, ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'attendre l'héritage pour faire quelque chose. Ça paraît tout con ce que je dis là, mais on a complètement oublié ceci. Donc l'éducation et le crédit ont permis de construire ces classes moyennes qui ont évolué jusqu'à l'orée de l'an 2000. Et c'est là que la société change avec la numérisation, l'automation. Donc ça, c'était très bien étudié récemment par les travaux de Bridgen-Folsom et McAfee. J'adore nos amis anglo-saxons. Quand il y a un truc qui merde, pardonnez-moi pour le terme, ils prennent un terme français, le gros découplage. Et le gros découplage fait qu'effectivement, depuis les années 90, nous avons un découplage entre les rémunérations, entre la productivité, entre la richesse donnée par le PIB, bon, indice à discuter, discutable, mais en tout cas c'est donné par cela, et les revenus moyens des ménages. Ces quatre critères qui étaient ensemble depuis les années 50 jusqu'aux années 2000 ont complètement éclaté avec les transformations internes de nos sociétés sur les métiers, les tâches et les activités. Et on va vers quoi aujourd'hui? Vers une dissociation emploi, activité, rémunération. C'est-à-dire que tout le modèle que j'ai connu, moi, qui était lié à l'emploi et tout ce qui allait avec, qui globalement a quand même participé d'un grand progrès social, on est bien d'accord, aujourd'hui est en train de les distancier. Je ne dis pas que c'est en bien, c'est en mal, c'est à nous de construire ce modèle qui vient. Et ça, c'est intéressant parce que, très clairement, et ça on peut le vérifier dans mes conférences et sur YouTube et dans mes livres, moi j'avais tout à fait annoncé le mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ce n'est pas les personnes SDF ou les plus pauvres, c'est les personnes des classes dites moyennes inférieures en termes de revenus qui disparaissent. Et ça, c'est important de le rappeler parce qu'aujourd'hui, toutes les études que je viens de voir, toutes les personnes qui sont majoritairement dans la gig économie, donc la gig, c'est la danse du Moyen-Âge, donc c'est les gens qui jonglent, qui dansent pour s'en sortir d'une manière compliquée, ça veut dire que là, en majorité, c'est les gens avec les revenus les moins importants ou les revenus des classes moyennes inférieures. C'est là que il y a un très bon film aussi là-dessus. J'aime bien citer les films parce que je suis aperçu qu'on lit plus mes films qu'on ne lit mes livres. Mais plus sérieusement, il y a un film qui illustre très bien, c'est Gran Torino de Clint Eastwood. Ce film magnifique qui montre comment une classe laborieuse, en travaillant, a acquis quand même ce niveau de classe moyenne. Et d'un seul coup, pour des différentes raisons, mais là, il faut découvrir dans le film, et c'est apparaît que son monde a complètement changé. D'ailleurs, c'est un très beau film sur la fraternité. Ce film est une belle leçon, à la fois sur un monde qui a changé, et sur comment aborder ce monde qui vient. Et c'est un film absolument merveilleux sur la fraternité. Et voilà, donc je ne suis pas pessimiste, hein, je suis ni optimiste ni pessimiste. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et nous n'avons jamais eu autant les moyens de créer un monde meilleur. Mais à condition de nous rappeler qu'un monde meilleur, il doit tenir compte évidemment du fait que nous sommes une espèce qui a un impact considérable sur la nature, sur ses propres modes de vie, et qu'effectivement aujourd'hui, ça ne peut se faire évidemment qu'à l'échelle mondiale. Edgar Morin parlait de politique de civilisation, nous sommes en plein dedans. Eh bien, merci. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci beaucoup Pascal Pic, et puis à la fois pour ces échanges qui sont extrêmement riches, et je suis certaine que les étudiants, en tout cas les élèves de classe prépa, vont en tirer le meilleur, vraiment, dans ces moments qui sont les leurs. Et justement, puisqu'on parle des élèves de classe prépa, on va peut-être vous laisser le mot de la fin pour eux. Comment aborder ce monde qui vient? Bien sûr, vous faites des études qui comportent des enseignements plus ou moins spécialisés, mais de plus en plus ouverts, hein, sinon on ne parlerait pas de l'homme et de l'animal. Je reprendrai une phrase du général de Gaulle. Pour gagner les batailles, c'est la culture. Donc, lisez. Chers tous, il est maintenant temps pour nous de vous souhaiter bonne chance pour ces épreuves écrites et orales qui vous attendent. C'est à vous de jouer maintenant, vous avez tous les éléments. Bonne chance. À très bientôt.